En quelques mots, moi j'ai un parcours où je suis sorti d'école et je suis allé dans des grands groupes internationaux gérés par des fonds de pension. Et en 2007, j'ai eu la présence d'esprit de redevenir ce que je voulais être, à savoir entrepreneur. Donc j'ai racheté une première entreprise. J'ai donc connu l'entrepreneuriat que pendant la crise. Donc pour moi c'est structurel finalement d'être entrepreneur en crise. On n'arrête pas de nous rabâcher ça, en tout cas pour moi. Pour moi, c'est le modèle qui existe, donc je n'en connais pas d'autres. Et finalement, en 8 ans maintenant, j'ai multiplié par 20 l'activité, donc c'est que c'est possible et que les choses peuvent arriver. Alors par des croissances externes et par de développement interne, mais je suis passé d'un volume d'affaires de départ d'environ 500 000 euros à presque 10 millions aujourd'hui, pour vous donner l'exemple rapide. Du coup, je vais vous présenter très rapidement le groupe que j'ai créé, le petit groupe de PME-TPE. Je vais être très humble sur le sujet. Je suis parti au départ d'une expérience que je connaissais qui était l'événementiel et le sponsoring avec Strategic Event. J'ai développé ex nihilo un bureau d'études et de design d'espace qui s'appelle Strat Design. J'ai racheté l'année dernière une industrie qui s'appelle Atelier Panel, qui est un atelier de fabrication de décors, d'agencement pour des hôtels, des mobiliers, etc. et de stands d'exposition. Et j'ai également une régie de lieux événementiels sur le territoire en France. Ce que je vais faire ici, c'est présenter ce que moi je vis, très simplement. On peut réagir complètement ensemble. Et les exemples de ce que j'ai pu mettre en place, qui pour moi font sens dans le faire mieux avec moins, et sous forme plus d'instinct que de réelle stratégie. C'est très à la mode aujourd'hui de dire que les entrepreneurs sont un peu des héros nouveaux, enfin il y a beaucoup de termes comme ça. Je pense que l'entrepreneur ne se considère pas comme un héros, l'innovateur ne se considère pas comme innovant en réalité. Il a l'impression de faire son job du quotidien et d'avancer, et surtout comment envisager, proposer à l'ensemble des collaborateurs un prisme, une vision qui est la mienne, c'est qu'ils soient tous entrepreneurs de leur propre vie au sein de l'entreprise, mais au-delà. C'est-à-dire qu'ils ne sont que de passage, et je leur dis dès le début, et c'est une façon de voir les choses, je pense, qui est un peu différente de beaucoup d'entreprises en France en tout cas. Donc j'avais fait un petit résumé en disant que comment les entreprises peuvent faire mieux avec moins en utilisant les concepts d'innovation frugale et d'agilité des PME, puisque finalement l'outil le plus agile en France reste la PME. Les entreprises dans un environnement économique turbulent réinventent le processus d'innovation en co-organisant celui-ci. Ça permet aussi d'être plus proche des clients, de renforcer des partenariats avec les parties prenantes et de co-responsabiliser les salariés, puisque ça me paraît indispensable de faire ça comme ça. Et finalement, la réflexion que j'ai, puisque j'ai une passion pour ça depuis l'école, c'est les modèles. Il faut que je comprenne le modèle dans lequel j'évolue pour pouvoir avancer. Donc finalement, vous parliez de business model, c'est ça, le modèle dans lequel on navigue, comment il fonctionne et comment on fait pour se mettre dans un modèle particulier, travailler dedans, faire évoluer les choses et se dire où est développée la valeur et par qui, et finalement, est-ce que c'est bien comment c'est fait? Et est-ce qu'on ne peut pas réorganiser ce partage de valeur pour qu'on puisse arriver à produire un service ou un produit, in fine le même, mais différemment. Voilà, et c'est toujours l'approche que j'ai eue et que j'ai toujours sur les différentes entreprises que j'ai pu développer. Alors pour ça, je vais vous donner 4 exemples rapides de modèles. Alors d'innovation, je ne sais pas si vous la qualifierez comme ça, mais en tout cas sur l'organisation des hommes que j'ai pu mettre en place dans l'entreprise, des outils que j'ai pu leur mettre à leur disposition, mais aussi de l'organisation avec mes propres clients et avec l'ensemble de l'écosystème qui accompagne les différents business que je peux avoir. Donc le premier exemple, c'est sur l'organisation des hommes et leur mode de rémunération. Depuis que j'entreprends, j'ai voulu prendre le contre-pied total de ce que j'ai connu dans un très grand groupe international géré par les fonds de pension. J'ai compris le modèle. Il faut assurer la retraite de la veuve écossaise qui était le premier actionnaire de mon entreprise. Donc il fallait que je démultiplie en permanence les résultats et que je contribue massivement à un résultat, quel que soit l'impact social sur l'entreprise que je dirigeais pour le compte du groupe. Et donc j'ai voulu mettre en place l'antithèse, à savoir, via une PME, ce qui est le plus simple, partager dès le départ l'intégralité de la valeur ajoutée. Alors c'est un grand principe. Comment j'ai fait? En France, on a beaucoup de contraintes. Je propose à tous mes collaborateurs, depuis l'assistante, même la femme de ménage, d'avoir une contribution au résultat par la marge brute. J'estime que chaque personne chez moi a un impact sur la marge brute de l'entreprise. Donc tout le monde a un pourcentage de la marge brute de l'entreprise.
de mes entreprises, puisqu'il y en a plusieurs, quels qu'ils soient. Donc ça permet de partager le revenu de la valeur ajoutée, ça permet aussi à ce modèle, à chaque collaborateur de mieux comprendre le rôle de l'entreprise et peut-être aussi son rôle dans l'entreprise, au sein de l'organisation, mais aussi son impact directement sur des actions concrètes. La prime sur la marge brute, elle est touchée par l'ensemble des collaborateurs que si le client a payé intégralement la prestation. Et là, je vais vous faire une confidence, j'ai pas de DAF ni de service de recouvrement chez moi. J'ai des délais de paiement qui sont bien meilleurs que n'importe quel autre PME, je pense, de mon secteur, tout simplement parce que tout le monde est concerné par le fait d'obtenir le paiement du client. Alors c'est un petit truc, je pense que c'est innovant à ma manière, j'ai pas mal réfléchi à ça avant de venir pour penser à ce que je pouvais faire. Et puis finalement, les équipes se sentent à la fois responsables, organisées, et puis elles partagent cette valeur ajoutée, et au fil de l'eau et des années qu'elles partagent avec moi l'aventure entrepreneuriale, elles se sentent de plus en plus entrepreneurs. Jamais le pourcentage est identique, évidemment, entre le directeur du développement commercial et l'assistante du service, c'est pas tout à fait la même chose. Ceci étant dit, on a un pourcentage qui lui permet d'obtenir sans plafond, parce que ça aussi c'est intéressant, entre 2 et 3 mois de salaire supplémentaire par an, ce qui est quand même assez significatif. Donc ça dépend de la base salariale de chaque personne. Ensuite, j'ai un autre exemple, alors que je partage aussi avec vous, c'est les outils que j'ai mis à disposition de mes salariés depuis le début. Donc dès 2010, j'ai créé d'abord sous la forme d'un département de chez Strategic Events, qui va s'appeler ensuite Strat Design, qui était finalement un atelier qu'on a mis à disposition des collaborateurs, ce qui s'est appelé très vite, ça n'existait pas encore vraiment en France sous ce terme-là, un Fab Lab, tout le monde en parle. Donc j'avais investi dans des outils de découpe numérique, d'imprimante 3D, etc. très tôt. Et du coup, j'ai mis à disposition ces outils-là dans mon entrepôt pour les collaborateurs, alors pour leur temps personnel. Donc du coup, ça a permis à des collaborateurs d'avoir accès à un atelier pour dessiner, pour fabriquer, pour imaginer des produits pour leur usage, et au fil de l'eau, ils se sont pris au jeu d'imaginer des produits ou des services pour du business pour l'entreprise. Je vais passer maintenant aux modalités, on va dire, d'innovation commune avec mes propres clients. Donc je parlais du modèle et du partage de la valeur ajoutée, et c'est dans ce cadre-là, j'ai fait une rencontre dès 2003 avec Laurence Parisot. Derrière, elle est devenue présidente du MEDEF. Moi, j'entreprenais à peu près à ce moment-là. Elle a fait appel à moi pour réfléchir sur le reformatage de l'université du MEDEF. Un événement qui coûtait beaucoup d'argent à une institution. Nous étions 17 agences à répondre à cet appel d'offres. Et j'étais le seul à répondre, non pas en moyens de production et donc en budget, mais en business model. Et c'est ce qui a plu beaucoup. C'est-à-dire que j'ai proposé des charges et j'ai proposé des recettes pour cofinancer l'événement. Et j'ai proposé de modéliser à l'intérieur d'un événement, des événements dans l'événement, qui pouvaient intéresser l'audience qui était présente, qui allaient cofinancer l'événement, et qui permettaient de capter 8000 chefs d'entreprise et entrepreneurs présents, pour leur proposer plein de choses différentes. Donc ce qui a été très intéressant. En 2009, quand j'ai pris, il y avait 1000 chefs d'entreprise qui venaient. En 2013, quand j'ai quitté l'organisation, il y en avait 8000. Et derrière, le coût a été divisé par 10 pour le MEDEF, pour un événement qui a été multiplié par 10 en valeur. Et j'aime bien cette statistique parce que dans l'innovation frugale, finalement, on en a beaucoup parlé avec Navi, le 10-10 pourrait être un objectif assez intéressant à proposer d'une manière globale dans des objectifs à atteindre. Et c'est jouable, c'est faisable, la preuve par cet exemple-là. Et pour ce faire, dans l'organisation partagée en fait avec mes clients, puisque du coup ensuite j'ai modélisé ça sur plusieurs organisations d'événements, et donc c'est là où j'ai imaginé du coup proposer que de toute façon en faisant un séminaire ou une convention d'une entreprise dans le secteur pharmaceutique, bancaire ou autre, il captait une audience qui pouvait intéresser plein d'autres personnes. Et du coup j'ai proposé d'organiser des mini-salons pour des entreprises qui paieraient leur présence pour s'adresser à l'audience captée à ce moment-là. Et j'ai commencé à mettre en place ça. Et finalement, c'est ce qui nous a fait notre différence. J'appelle sponsoring l'activité de Strategic Event. En réalité, c'est plus de la mise en relation que du sponsoring. C'est du cofinancement de business model qui était vraiment pensé en étant qu'une dépense et qui pouvait être qualifié de dépense plus recette possible. Et du coup, on est arrivé
à imaginer créer pour l'ensemble des collaborateurs une convention avec 100 de budget. On a fait une convention qui en vaut 300. Ça a un autre avantage, et là je vais parler encore de modèle et d'innovation de modèle, c'est que à chaque fois je crée un comité de pilotage avec des représentants du client qui sont avec moi dans l'organisation. Du coup, l'événement, il le fait vraiment sien, il ne le délègue pas, il ne le sous-traite pas. Et du coup, la relation dans la durée avec mon agence, et là je le fais très directement, elle est forcément plus importante. Et on n'est pas dans du one-shot où on fait un appel d'offres à chaque fois. Donc c'est un exemple d'innovation, je pense, d'organisation avec un client. Et puis le dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est que depuis le 2009, quand j'ai entrepris, je me suis dit que j'avais de toute façon des capacités, comme tout un chacun d'ailleurs, à organiser des choses qui pouvaient lever de l'argent pour des causes humanitaires ou autres. À ce moment-là, j'étais déjà très participatif au sein des SOS Racisme. Je viens d'une cité, j'ai eu un parcours un peu différent de beaucoup de monde, mais ceci étant dit, au sein des SOS Racisme, il y avait un paradigme qui était de ne plus avoir de subventions d'État, puisque beaucoup d'organisations type ONG ne vivent que sur des subventions d'État. Et donc, j'ai proposé de mettre à disposition mon personnel sur la forme de volontariat et de partenariat, l'expertise que nous avions d'organiser des événements, de faire venir un autre monde qui est une passion pour moi, qui est le street art, le tag et le graffiti. Et donc, du coup, j'ai fait rencontrer ces deux mondes en faisant venir les plus grands graffeurs des États-Unis, du Brésil et de France, venir exposer au Palais de Tokyo à Paris. On a fait 3 jours d'exposition, on a tout revendu aux enchères à la fin, puisque c'était l'objectif, pour lever des fonds pour SOS Racisme. Et j'ai fait travailler tous mes fournisseurs qui le souhaitaient, gracieusement. Tous les clients qui le souhaitaient sont venus soit collaborer quand ils avaient des compétences, soit venir acheter des œuvres d'art, pourquoi pas. Et tout ça a permis finalement, dans un modèle, un business model, d'amener le street art à devenir un art. Quelque part, j'y ai participé, c'est pas si mal. À SOS Racisme de lever des fonds pour le bien commun et défendre des cas dans des conditions très particulières. Et puis, à l'ensemble de mes collaborateurs de vivre une aventure assez exceptionnelle. Et j'en ai fait, du coup, une opération annuelle avec plein d'autres ONG, puisque c'est devenu mon plus beau séminaire que je pouvais imaginer. Voilà, c'était pour dire comment travailler tous ensemble dans une filière, finalement, pour changer les modèles et finalement dépenser très peu. Et par contre, on a multiplié les ressources pour une cause derrière. Donc voilà en quelques mots, moi, ce que je pouvais apporter et témoigner d'innovation. Merci à vous.